Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 31 mars. Voici les titres de ce journal. Le maire de la Ferrière devrait très probablement devenir le président du conseil départemental. Yves Auvinet devra donc quitter ses fonctions à la tête de la municipalité. À quelques jours de son départ, réaction des habitants de la commune dans ce journal. Moment d'émotion au conseil départemental. Ce lundi soir, c'était l'heure des au revoir pour les uns, de la découverte pour les autres. Retour sur cette cérémonie qui a réuni symboliquement les anciens conseillers généraux et les nouveaux conseillers départementaux. Enfin, coup d'envoi du mondial football de Montaigu, mais avant les premières rencontres sur la pelouse, les coachs des équipes internationales se sont réunis pour les ultimes préparatifs. Yves Auvinet devrait être le futur président du nouveau conseil départemental. L'élection se tiendra jeudi, mais avant ça, nous nous sommes rendus dans sa commune, où il est né et surtout où il est maire depuis 1994. Reportage de Samuel Grasset. Dans la commune de 5000 habitants, la plupart des personnes rencontrées ce matin sont au courant de la nouvelle. Le maire Yves Auvinet, futur président du département, les réactions sont souvent teintées de déception de le voir partir. Je trouve que la ville est bien gérée, la commune est bien gérée, tout se passe bien. Donc oui, pourquoi pas, ça a l'air d'être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Je pense qu'il était déjà bien en place au sein du conseil général qui était à l'époque. Maintenant c'est le conseil départemental, mais je pense que M. Auvinet aura parfaitement sa place. On va perdre beaucoup, parce qu'en tant que maire, on le connaissait bien et il avait un pouvoir. Et maintenant, s'il reste ici par président, tant pis pour nous. Yves Auvinet va en effet devoir quitter son fauteuil de maire de la Ferrière, une mairie qu'il connaît bien puisqu'il est élu à la tête de la commune depuis près de 20 ans. Après avoir été secrétaire de mairie, Jean-Marie Chamard est aujourd'hui le premier adjoint de la Ferrière. Il est entré dans l'équipe municipale quasiment en même temps qu'Yves Auvinet. C'est quelqu'un qui est extrêmement compétent, qui a une grande connaissance des dossiers, une grande capacité de travail. Il sait faire partager ses connaissances et donc présenter un dossier de manière détaillée à l'ensemble du conseil municipal ou des commissions, de façon à ce que chacun puisse bien l'appréhender. C'est un homme de partage, mais c'est aussi un homme qui sait décider si nécessaire. La Ferrière prépare l'après Auvinet. Un conseil municipal est prévu le 9 avril prochain pour élire un nouveau maire parmi les conseillers municipaux. Et avant l'élection du maire de la Ferrière et surtout l'élection du nouveau président du conseil départemental, l'heure est à l'émotion. 24 heures après les élections départementales, les conseillers généraux laissent en effet la place aux nouveaux conseillers départementaux. Ils étaient tous réunis hier pour une cérémonie symbolique de passation. Reportage de Karl Laboureux et Aurélien Martin. C'est la première, mais aussi la dernière fois qu'ils sont tous réunis, les nouveaux conseillers départementaux, mais aussi les anciens, les 18 conseillers généraux sortants qui ne se représentaient pas. Parmi eux, des piliers du département, des élus de longue date qui mettent donc un terme à plusieurs années d'engagement, non sans émotion évidemment et non sans de nombreux souvenirs. Quand je suis arrivé ici, un peu par hasard, je ne savais même pas qu'il y avait un parking pour les conseillers généraux en bas. Donc je suis arrivé en retard parce que je ne trouvais pas de place à l'extérieur. Il y a eu des plaisirs fous, véritablement, avec le Vendée Globe, avec le Vendée-Espace, à l'Historial, des moments merveilleux où on sent battre véritablement le cœur de la Vendée. Reste donc aujourd'hui des souvenirs pour tous ces anciens élus qui ne tourneront sans doute pas la page du jour au lendemain. Quand je m'étais arrêtée d'être maire, par exemple, ma voiture s'arrêtait systématiquement devant la mairie les jours suivants. Donc là, il faut venir exprès, mais je pense que j'y reviendrai. Et ce sera l'occasion de saluer les nouveaux élus. Parmi eux, Arnaud Charpentier. Comme les 33 autres conseillers départementaux, le Benjamin de l'Assemblée prendra officiellement ses fonctions jeudi. Et depuis son élection dans le canton de Luçon, tout va très vite. C'est vrai qu'hier, on était dans les bureaux de vote, on ne savait pas si on allait passer. Et aujourd'hui, on est autour des anciens conseillers généraux avec une équipe de conseillers départementaux. C'est très émouvant. Prendre la relève, c'est pas compliqué? Je pense que c'est compliqué. Mais il faut être à la hauteur et on le sera. Être à la hauteur pour les Vendéens, c'est d'ailleurs en substance le message, l'un des derniers adressé par le président sortant du département, Bruno Retailleau, qui quittera la présidence d'ici quelques heures maintenant. J'ai un agenda qui va m'abrutir de travail, c'est très très bien. Et donc là, je vais aller au Sénat
où maintenant on a un certain nombre de travaux et de décisions à prendre. Ça me permettra temporairement de consacrer mon attention à autre chose. Évidemment, c'est un moment un petit peu douloureux quand même. Et c'est surtout une nouvelle page de l'histoire politique de la Vendée qui va s'écrire avec jeudi l'élection du nouveau président. La Roche-sur-Yon poursuit son évolution et son adaptation à la population. Depuis 4 ans, la ville a engagé un grand plan de rénovation urbaine. Ce lundi, un immeuble de 10 étages a donc été détruit. Vous le voyez sur ces images d'Anne-Lise Vinet. La démolition reste une opération délicate et toujours impressionnante. Précisons que l'immeuble datait des années 60. Les 90 logements étaient donc devenus obsolètes et ne correspondaient plus aux attentes des Lyonnais. À terme, de nouveaux immeubles sortiront de terre sur 3 étages seulement et des pavillons individuels seront également proposés. On écoute d'ailleurs le préfet sur ce grand projet. 3 programmes vont pouvoir émerger à partir de cette déconstruction et offrir à un public diversifié de l'habitat intermédiaire, de l'habitat social avec le bailleur Vendée Habitat qui intervient aujourd'hui, des prestations qui sont vraiment aux normes du confort moderne, à des prix qui restent des prix accessibles à des populations qui ont besoin de cette gamme de logements. Les meilleurs apprentis du monde se retrouveront dans 4 mois pour la finale internationale des Olympiades des métiers. D'ici là, chaque participant se prépare bien sûr et les meilleurs carreleurs français s'entraînent en Vendée. Le centre de formation de la Forbat a en effet été choisi comme centre d'excellence. Il y a quelques jours, le site a donc accueilli les champions du secteur. Aurélie Horner les a retrouvés en plein travail technique. Déjà médaillés au niveau national, l'or, l'argent et le bronze sont rassemblés ici au cours de différents modules autour d'un projet commun et surtout d'une même envie. C'est pour voir ce qu'on vaut au niveau du métier. C'est toujours intéressant de voir nos capacités et surtout de se donner à fond. Parce que là, on est vraiment dans l'excellence du travail. J'aime bien le challenge et j'aime bien finir premier aussi. Donc, c'était le moyen de me départager des autres et voir ce que je vaux après. C'est donc ici que se préparent les futurs champions carreleurs. Ici, c'est-à-dire à La Roche-sur-Yon, désigné comme centre d'excellence de la discipline. Depuis 2005 que j'ai concouru, les Pays de la Loire sont... donc moi j'ai fait médaille d'or au national, l'année d'après nous avons fait médaille d'argent et depuis que des médailles d'or. Et donc on a acquis un certain savoir et on a vraiment toutes les cartes en main pour avoir le niveau international. Donc le World Skills France a décidé de choisir La Roche-sur-Yon pour centre d'excellence parce que l'expérience est là et vraiment on a de quoi faire de belles choses. Thomas Landreau se prépare au mondial des Olympiades des métiers, tandis que les 2 autres restent encore à départager afin de sélectionner celui qui représentera la France au concours européen. Au programme de la semaine, 3 panneaux à réaliser. La préparation, c'est beaucoup de travail. Il faut couper des carreaux, faut étudier les lignes, les traits du sujet. Vraiment se mettre dans le bain en condition, comme si on était... Au moment du concours, vraiment travailler ça. Ce module a pour but de coacher le champion de France pour l'international 2015. Et durant cette semaine, on essaye de tabler des horaires qui sont à peu près ceux qu'ils retrouveront le jour de l'international. 22 heures en 3 jours pour réaliser ces 3 panneaux, avec un programme modifié à 30% par rapport à celui sur lequel il travaille actuellement. C'est ce qui attendra Thomas Landreau pour les 43e Olympiades des métiers, le World Skills International Competition, qui aura lieu du 10 au 16 août prochain à Sao Paulo au Brésil. Et précisons que cette année, malheureusement, aucun apprenti vendéen n'a été sélectionné pour intégrer l'équipe de France et participer donc au championnat du monde des Olympiades des métiers. Mais ce concours n'est pas le seul pour les jeunes en apprentissage. La preuve dans le secteur de la boulangerie. Cette fois, 2 épreuves viennent de se dérouler à l'Esfora, l'un des centres de formation de la Vendée. Hier, 10 apprentis ont participé au trophée de la vente. Vous le voyez sur ces images d'Aurélie Horner. Et dans le même temps, 10 autres ont tenté leur chance lors du concours départemental du meilleur jeune boulanger. L'un des membres du jury nous en dit plus sur les critères de jugement. La notation, par exemple, pour la qualification est faite sur l'aspect, le goût et la dextérité du candidat. La dextérité elle est notamment déterminée par sa pièce artistique. Donc il a le thème du montgolfier cette année. Il doit faire un décor où
on voit tous les aspects techniques et sa rapidité d'exécution. Et au terme de la journée, 2 jeunes de l'Esfora ont été sélectionnés pour le concours régional du meilleur jeune boulanger. Et 2 jeunes du centre de formation de la Louisière des Herbiers participeront quant à eux au trophée de la vente au niveau régional. La compétition se déroulera en septembre prochain à l'Esfora, à La Roche-sur-Yon. Et décidément, c'est le moment des compétitions en Vendée. Dans un tout autre registre, le coup d'envoi du Mondial Football de Montaigu a été donné ce mardi. Comme chaque année, depuis 43 ans, la ville vendéenne accueille donc le Mondial des moins de 16 ans, ainsi que le Challenge des clubs français. Mais avant la première rencontre sur le terrain, l'événement se joue aussi en coulisses. Pierre Dalicieux a donc assisté à l'une des ultimes réunions de préparation entre tous les coachs internationaux. La Côte d'Ivoire a un souci, ils sont dans l'avion. Ils ont raté leur correspondance hier, et là ils doivent arriver d'ici une demi-heure à Nantes. Comme chaque année, il faut gérer les imprévus. Ça fait partie aussi du jeu pour les organisateurs. Ce matin, l'heure est au dernier réglage. Les entraîneurs des différentes nations sont tous présents ou presque pour prendre note, comme le Brésil, le Mexique ou encore l'Angleterre. C'est important pour comprendre bien sûr le règlement pour le tournoi et particulièrement pour les remplacements sur le terrain. C'est toujours une question, si c'est pas bon, c'est un problème. Mais Michel, il explique sans problème. Ouais. Tout est clair. Nombre de remplacements autorisés, nombre de personnes à accéder au stade, tout est passé en revue jusqu'à savoir quelle équipe sera installée d'un côté ou de l'autre sur les bancs de touche lors d'un match. Un problème qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est apparemment pas tant que ça pour les entraîneurs. Le terrain, il est rectangulaire. Et les bancs, ils sont de la même façon à droite ou à gauche. Après, c'est de la superstition, si vous voulez, à droite ou à gauche. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Ça fait partie pour certaines équipes, c'est important. Apparemment, la logique voudrait que si c'est Brésil-Belgique, ce soit le Brésil qui se positionne le premier sur le banc qu'il choisit. Là, je découvre ça aussi, mais moi, les bancs sont pareils, ça ne me gêne pas du tout. Le mondial minime de Montaigu est reconnu dans le milieu du football. Les différentes nations présentes ont des équipes formées des meilleurs joueurs de leur catégorie. Les équipes qui vont se rencontrer cette semaine seront certainement amenées à rejouer ensemble lors d'autres compétitions. C'est un tournoi qui est reconnu mondialement, donc il sera un point de repère pour nos équipes nationales aussi. Et on vient ici pour la formation pour les futurs tours de Coupe d'Europe qui s'annoncent l'année prochaine. Donc c'est surtout la formation pour notre équipe. C'est parti donc pour cette nouvelle édition du Mondial minime et c'est la France et le Maroc qui ce soir ont ouvert le bal. Et vous avez juste... Et notez que lundi, vous pourrez suivre en direct le Mondial Football Montaigu. À partir de 15h15, la finale des clubs sera retransmise sur TV Vendée. Et à 17h30, c'est la finale des nations qui sera également commentée par l'équipe de journalistes sportifs de TV Vendée. Avant ça, on va revenir sur l'événement dans le monde de la glace. Les joueurs de hockey de La Roche-sur-Yon viennent en effet de créer l'exploit en accédant au niveau supérieur, une première dans l'histoire du club du Hougli. Retour donc sur cette soirée où s'est jouée la montée en D1 avec Aurélien Huard. C'est une patinoire Arago pleine à craquer qui a fêté samedi soir l'accession de son équipe en première division. Un public et des joueurs qui ont chaviré de bonheur au terme d'une rencontre très bien maîtrisée par l'équipe de La Roche. 8-2 score final. Après 14 saisons en D2 et 3 demi-finales perdues, le Hougli accède enfin au deuxième niveau national. Une défaite cette année, un groupe énorme, un club énorme, une super ambiance. Donc voilà, on est à la D1, on est en D1, c'est exceptionnel. Voilà, c'est magique. Ça fait 15 ans qu'on court après, donc on y est, c'est énorme. C'est formidable ça, devant autant de public. Avec une équipe comme ça, on pouvait faire que ça. Il n'y avait pas d'autre choix. On s'est dit dans le vestiaire, il n'y a pas d'autre choix, les gars, qui gagnent ce match. Ils ont très bien réussi. En plus, avec un bon score, je pense que le public ça plu. Voilà, on est très contents. L'objectif principal est atteint, mais la saison n'est pas finie. Les Aigles lyonnais visent maintenant le titre de champion. Ils affronteront en finale Valvanoise, qui a également terminé en tête de sa poule en phase régulière. Match aller le 4 avril à Arago et retour le week-end suivant à Méribel.
Au chapitre culture à présent, avant de refermer le 27e chapitre justement du Printemps du Livre, on va revenir un instant sur l'événement littéraire de ce début d'année. La plus grande bibliothèque de France, installée à Montaigu, a permis aux lecteurs de découvrir ces hommes et ces femmes qui se cachent derrière les pages de leurs livres préférés, qu'ils soient connus ou un peu moins. Reportage dans les allées regardées. Parmi les dizaines d'auteurs présents au Printemps du Livre de Montaigu, certains sont littéralement pris d'assaut à leur arrivée. C'est le cas de Véronique Geneste, venue présenter son dernier ouvrage, 22, V'là Julie. Nous avons suivi ces émissions, ces séries comme Julie Esco, voilà, tout simplement. Et bon, chanter une chanson avec qui a chanté avec Michel Fugain, ça m'a beaucoup plu, voilà, tout simplement. Un peu plus loin, il y a Marion Gamme. Actuellement en tournée théâtrale, la célèbre Huguette de la série Scène de ménage a parfois du mal à faire comprendre que son vrai prénom, c'est bien Marion. Les gens, au départ, viennent voir Huguette. Donc pour moi, c'est un challenge, dès mon arrivée sur un plateau de théâtre, de leur faire oublier Huguette. Parce que je joue autre chose, c'est une pièce de théâtre. Voilà, où je suis Marie-Louise de Bouchot. Mais dès qu'il s'agit de faire une photo ou de faire dédicacer son dernier livre, c'est bien Huguette qu'ils ont face à eux. Je suis très émue parce que c'est presque le quotidien là, qui rejaillit, mais en réalité. Je regarde beaucoup Scène de ménage et moi quand je regarde Scène de ménage, je vois plus Huguette, du coup là aussi. À l'écart de la cohue, il y a le coin BD et manga. Et là, la séance de dédicaces et d'autographes prend une dimension particulière. Ça permet d'avoir vraiment sa BD à soi, personnalisée, avec son nom, son petit mot magique. C'est toujours un moment de joie. C'est souvent le seul moment où on peut rencontrer de vrais gens, où on est en contact avec nos lecteurs et où ils nous disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. C'est pas seulement important, c'est primordial en fait. Et c'est exactement ce que cherchent les lecteurs en venant au Printemps du Livre de Montaigu, bien avant le bain de foule. Pouvoir échanger avec des auteurs qu'ils apprécient et pourquoi pas leur apporter quelques suggestions. Merci. Et décidément, les événements culturels du moment misent sur la rencontre entre le public et les artistes. La preuve avec cet autre exemple au Festival Acoustique, cette fois. Le rendez-vous musical du Poiré-sur-Vie s'est tenu tout le week-end. Alors bien sûr, les fans ont pu rencontrer leurs artistes sur scène, mais également lors d'un moment privilégié. Chaque année, le festival organise en effet ce qu'il appelle une masterclass avec l'un des groupes. Nous y étions, regardez. Tu le signes tous les 2 ans. Voilà. Un investissement pour l'avenir. Voilà. Des dédicaces, des photos souvenirs, quelques mots échangés et puis surtout une heure de partage musical avec les professionnels du Ukulele Orchestra of Great Britain. Pour ces amateurs du ukulélé, impossible de rater cette masterclass. C'est la première fois, voir en live comme ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire, inespéré. Il faut venir au Poiré pour voir ça. C'est un grand moment pour tout joueur de ukulélé parce que c'est le groupe de référence en fait au niveau du ukulélé. Voilà. Donc c'est un super moment et c'est vraiment un grand privilège d'avoir pu jouer avec eux. Le Ukulele Orchestra of Great Britain voit le jour en 1985. 30 ans plus tard, l'association de ukulélés de différentes tailles séduit toujours autant. C'est aussi ce qui fait la différence de cet orchestre, pas comme les autres. C'est l'instrument qui peut être de base avec juste quelques morceaux faciles à s'accompagner. Puis ça peut aussi être un instrument un peu de virtuose. Il y en a un qui fait le rythme, l'autre qui fait le contretemps, l'autre qui va faire le solo, l'autre qui va faire la basse. Et c'est pour ça aussi que je pense que eux ça marche plus que les autres groupes qui font tous la même chose finalement. Tout ça dans une ambiance décontractée et avec une bonne humeur communicative. On est simplement venu ici en espérant passer un bon moment avec d'autres joueurs de ukulélé. On leur explique que l'on s'amuse beaucoup dans ce que l'on fait et que ça doit être pareil pour eux. Ils sont super pédagogues et puis surtout ils sont d'une gentillesse absolue. C'est vraiment la grande classe britannique. À tel point que certains ont décidé de pousser la chansonnette pour s'accorder un moment ultra privilégié avec l'un des membres de l'orchestre. Comme
Comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel et le printemps n'est toujours pas là. Et ce n'est pas une blague, malgré ce mercredi 1er avril. La journée débutera tout de même avec de belles éclaircies par endroits. Mais au fil des heures, les nuages devraient reprendre leur place devenue malheureusement habituelle. Côté température, on ne dépassera pas les 13 degrés. Et dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.